Les receveurs d'ovules qui viennent consulter nos catalogues voient les donneuses d'un œil tout à fait critique. Je ne veux pas une donneuse qui mesure moins d'1,75 m. Il faut qu'elle soit diplômée et même qu'elle ait un doctorat. La Californie, l'un des États les plus libéraux en matière de procréation artificielle. Michelle a 27 ans. Elle est célibataire et vit sans enfant. Une fois par an, depuis déjà 5 ans, elle vend ses ovules à une agence spécialisée pour permettre à des couples stériles d'avoir des enfants. Pour stimuler sa production d'ovules, elle suit un traitement. Grâce à ce traitement, je produis en moyenne une 30aine d'ovules par cycle. Et à la clinique, c'est moi qui détiens le record. 52 ovules en une seule fois, c'est incroyable. C'est le maximum produit en un cycle. Je n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi je le fais. Ça me fait plaisir de savoir que je peux faire partie de la vie de quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, c'était impossible. Vous savez, c'est unique dans l'histoire de l'homme. J'ai donné la vie à 8 enfants. Thomas, le fils du premier couple. Puis il y a eu un autre bébé et des jumeaux d'un 3e couple. Le 4e couple a eu un enfant et Jackie vient juste d'avoir des jumeaux. Ça fait 7 et avec le dernier, ça fait 8. C'est dans cette clinique de San Ramon que Michelle donne ses ovules. Ils sont prélevés sous anesthésie générale et pour chaque prélèvement, Michelle touche 15 000 francs. On introduit une seringue et un endoscope pour visualiser les ovaires sur l'écran. Ensuite, on utilise la seringue pour prélever à l'intérieur des ovaires le liquide qui contient les ovules. On devrait trouver une dizaine de beaux ovules. Une fois prélevés, ces ovules seront proposés sur catalogue à des couples stériles par la clinique. Il doit bien y avoir un ovule. Ah, en voilà un. En raison des risques de consanguinité, la loi n'autorise qu'un maximum de 6 prélèvements par donneuse d'ovules. Michelle vient mettre son dossier à jour pour la dernière fois. La Californie est le seul État où le don n'est pas anonyme et où l'on peut choisir sa donneuse en fonction de critères très précis. Bon, on va remettre le catalogue à jour. Est-ce que tu as amené une photo? Au début, les receveurs d'ovules qui viennent consulter nos catalogues voient les donneuses d'un œil tout à fait critique. Ils ont souvent une liste très rigoureuse avec toutes les caractéristiques qu'ils recherchent, du genre « je ne veux pas une donneuse qui mesure moins d'1,75 m ou qui n'a pas les yeux bleus. Il faut qu'elle soit diplômée et même qu'elle ait un doctorat. » Mais au fur et à mesure qu'ils s'habituent à l'idée d'une donneuse, leur liste devient plus réaliste. Ils se disent « bon, ok, elle n'aura peut-être pas de doctorat, mais c'est sans doute quelqu'un de très bien. Elle ne me ressemblera pas vraiment, ne sera pas exactement comme moi, mais après tout, la génétique, c'est un peu comme la roulette russe. » Michelle est devenue très proche de Jackie, la dernière femme qui, grâce à ses ovules, vient de donner naissance à des jumeaux. Hello. Hi. It's Michelle. Michelle. How are you? Good. Good. How are you? I'm good. I heard that you had 2 babies. Yes. The most beautiful babies you have ever seen in your whole entire life. I'm so excited for you. Oh, me too. Isn't this? And you are so wonderful. And I was thinking this miracle is because of Michelle. Okay. Yeah, I love you to death. I love you, Jackie. Thanks. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Toujours pour réduire les risques de consanguinité, les ovules de Michelle sont vendus en dehors de la Californie. Jackie et David habitent Houston et ont décidé d'avoir leur premier enfant alors que Jackie était déjà ménopausée. À 50 ans, elle s'est donc fait implanter des embryons constitués de plusieurs ovules de Michelle, fécondés par le sperme de son mari, David. Nés prématurément, leurs jumeaux ne pourront pas quitter l'hôpital avant 2 mois. Vous savez, on s'est réveillés un peu tard. Quand on s'est mariés, j'avais 38 ans et David 42. Et 2 ans plus tard, j'ai réalisé que j'avais 40 ans.
On n'a pas réussi à avoir d'enfants tout de suite. On voyageait tous les deux pour notre travail. Et puis parfois, vous savez, le corps ne répond pas. À mon âge, on commence plutôt à penser à la retraite et à se rendre la vie plus facile. Alors avec Jackie, on a longuement discuté, on s'est posé des tonnes de questions. Quels sont les inconvénients d'être de vieux parents? Quel impact ça aura sur les enfants? Est-ce qu'ils seront gênés? Et puis, combien de temps allons-nous vivre? Sans cette possibilité offerte par Michel et la clinique, je crois que je n'aurais jamais eu d'enfants. Si la science permet à des femmes de mon âge d'avoir des enfants et qu'on a une famille qui peut nous soutenir, alors pourquoi pas? C'est notre choix et personne n'a le droit de nous dire non, vous ne pouvez pas faire ça, surtout si les techniques existent. Depuis la naissance de leurs jumeaux, David et Jackie passent leur journée à la clinique. En France, la vente d'ovules est strictement interdite. Le don, par contre, est autorisé, mais seulement pour les femmes en âge de procréer. Il se fait toujours dans le plus strict anonymat, et en aucun cas, donneuses et receveuses n'ont le droit de se rencontrer. Oh, quelle jolie coupe de cheveux. C'est ma fille. C'est ma fille. Regardez, elle ouvre les yeux. Regardez ses yeux. Et lui, je me fais du souci pour lui. C'est fou, c'est indescriptible. On les regarde et ça semble être un miracle. C'est mon fils. C'est difficile à exprimer. C'est une émotion complètement nouvelle. C'est de la peur, c'est l'envie de protéger, c'est de l'amour. Autre méthode de plus en plus utilisée aux États-Unis, les mères porteuses. Marlène recrute par petites annonces ou sur Internet des femmes qui acceptent de porter les enfants de couples stériles. Elle parle 5 langues, ses clients sont américains, mais beaucoup viennent aussi de pays où cette pratique est interdite. Aujourd'hui, elle rend visite à l'une de ses mères porteuses. C'est important que j'aille rendre visite à Marie. Elle en est au 5e mois de sa grossesse et elle porte le bébé d'un couple de Japonais qui sont restés au Japon. C'est dur pour elle car elle ne peut pas souvent communiquer avec eux. Je viens aussi m'assurer que le certificat de naissance sera prêt dans une semaine et que les parents pourront repartir légalement dans leur pays avec l'enfant. Du point de vue de la loi américaine, ce sera leur enfant, mais il aura la double nationalité. Marie-May vit dans la banlieue de San Diego. Elle a 34 ans et 3 enfants. La femme japonaise dont elle porte le bébé n'a jamais pu mener une grossesse à terme. C'est pour ça qu'elle a fait appel à Marie. L'enfant a été conçu avec le sperme et l'ovule du couple japonais. Marie ne les a rencontrés que 2 fois et ne les reverra que le jour de l'accouchement. Je porte cet enfant pour en faire cadeau à un couple qui ne peut en avoir naturellement, peu m'importe la nationalité des parents. Pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Quand j'en ai parlé à mes enfants pour avoir leur avis avant de commencer, mon plus grand m'a juste dit que c'était super, parce que comme ça, il allait avoir de la famille au Japon. Je touche 90 000 francs et tous mes frais sont pris en charge. Tout ce qui est lié à cette grossesse. Mes cachets pour la digestion, les visites chez le médecin et bien sûr des médicaments si j'en ai besoin. Vous savez, si on divise 90 000 francs par 9 mois, 24 heures sur 24, ça fait moins que le salaire minimum. En fait, c'est plus une somme symbolique en remerciement. Ce n'est même pas assez. Comme il est conseillé à Marie dans le contrat qu'elle a signé avec son agence, elle communique par lettre avec le couple japonais au moins une fois par mois pour les tenir au courant de l'évolution de sa grossesse. Je vis cette grossesse différemment des 3 miennes. En fait, je me sens encore plus concernée parce que je porte cet enfant pour quelqu'un d'autre. Alors je fais beaucoup plus attention à moi, je ne soulève pas de poids, je mange équilibré, je suis plus consciente de tout parce que ce n'est pas mon enfant.
En 7 ans d'activité, Marlène a fait naître 51 enfants, dont 18 paires de jumeaux et 2 fois des triplés. Coût d'une grossesse menée à terme par une mère porteuse, 300 000 francs. 420 000 francs en cas de complications. Je ne recrute pas de mère porteuse au chômage, par exemple, car elle pourrait vouloir faire ça juste pour l'argent. Je veux que les candidates aient une vie stable, une vie bien équilibrée, psychologiquement et matériellement. Parce que quand on porte l'embryon d'une autre, ça peut être très compliqué médicalement. Il faut qu'elles soient conscientes des complications possibles. C'est pour ça que je veux qu'elles aient déjà fondé une famille, car elles courent le risque de devenir stériles. Marin County, un quartier résidentiel de la banlieue nord de San Francisco. Kevie a 5 mois. Donna, sa mère, souffre d'une malformation de l'utérus et ne peut pas ovuler. Elle est complètement stérile. Pour donner le jour à Kevie, elle a dû faire appel à une donneuse d'ovules et à une mère porteuse. L'ovule qu'elle a reçu a en revanche été fécondé in vitro par le sperme de son mari. Kevie en quelque sorte a 3 mères, celle qui l'a voulu, celle qui a donné son ovule et celle qui l'a porté. On était sur le point de s'adresser à une mère porteuse professionnelle quand j'ai reçu un coup de fil, complètement inattendu. C'était Yvonne, une amie très proche aujourd'hui, mais qui l'était un peu moins à l'époque. Elle m'a dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, ça fait 1 an que je pense à porter cet enfant pour toi. J'en ai déjà parlé à mes enfants, à mon mari, ils sont tous d'accord. Alors on commence quand? Je lui ai répondu, quoi? Tu n'es pas sérieuse? Et en fait, elle était tout à fait prête. Alors on en a parlé longuement, et voilà. On a même été interviewés très sérieusement par les 2 filles d'Yvonne. Elles voulaient savoir si on avait vraiment toutes les qualités nécessaires pour devenir de bons parents. Yvonne vit à 1 heure de chez Donna et Peter. Elle vient régulièrement rendre visite à Kevie pour lui offrir ce que la plupart des mères porteuses refusent de donner après la naissance, le lait maternel. Hey, salut! Hi. Salut! Je t'ai apporté du bon lait. Food for another week, all right. Je tire mon lait toutes les 2h30 et j'essaye de fournir selon ses besoins. Parfois, je lui en donne un peu plus quand ils partent en voyage ou en vacances. C'est mon filleul. C'est comme ça que je considère. J'ai l'impression d'être une de ses tantes. Je nous vois tous devenir une grande famille. Mes filles l'adorent. En fait, c'est comme ça, on est comme une grande famille. Peter et Donna ont accompagné Yvonne dans les étapes de sa grossesse. Des toutes premières visites médicales jusqu'aux premières contractions. Ils ont bien sûr assisté à l'accouchement. Légalement, ils sont les vrais parents de Kevie et sont les seuls à figurer sur son certificat de naissance. Aux États-Unis, les mères porteuses doivent renoncer par contrat à tout droit sur l'enfant. Ce n'est pas pour des raisons génétiques que j'ai préféré la solution de la mère porteuse à celle de l'adoption. Bien sûr, Kevie a été conçue avec mon sperme, mais ce n'était pas essentiel. Je voulais surtout un enfant qui, dès sa naissance, ait un bon départ dans la vie et un bon environnement. Un enfant adopté a souvent très mal vécu ses premiers pas dans le monde, et c'est pour ça qu'on a préféré cette solution. Chez Yvonne et Richard, mêmes images et mêmes émotions. Je suis tombée amoureuse de ce bébé. En fait, on est tous tombés amoureux, et c'est très bien. Et on continue à l'être. Oui, on continue à l'aimer. La plupart des mères porteuses ne voient plus le bébé après la naissance, vous savez. Alors que nous, on continue de le voir et on l'aime de plus en plus. Comme je lui donne mon lait, je maintiens le niveau de mes hormones assez haut. Alors mon corps ne comprend pas toujours. Il me demande « Mais où est mon bébé ?» Ma tête, elle sait que le bébé va bien et qu'il est avec ses parents. Mais mon cœur a de la peine.
Au début, je me suis dit qu'il n'était pas question de rendre le bébé, car ça serait trop triste. Et puis petit à petit, je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, ça va aller. On était tristes, bien sûr, mais je savais qu'ils avaient plus besoin du bébé que nous. Je me sens fière, vraiment fière. C'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite, mais j'ai tellement appris. C'est un miracle. Mais dans les laboratoires américains, d'autres médecins travaillent déjà sur d'autres miracles. Dans la clinique du docteur Kamrava à Los Angeles, on peut désormais choisir le sexe de son enfant. Joanne et Robert avaient 3 filles. Grâce au docteur Kamrava, ils ont réussi à avoir un garçon. Satisfaits du résultat, ils reviennent aujourd'hui pour essayer d'avoir un 2e garçon. En France, cette pratique est interdite. Alors, vous voulez encore un garçon? Oui, si on décide de faire un autre enfant, on veut un garçon. Et comme avec la fécondation in vitro, on a 20% de chance d'avoir des jumeaux, ça fera 3 filles et 3 garçons. La méthode s'appelle Erickson, elle coûte 1800 francs et le taux de réussite est de 75%. Le spermatozoïde qui contient le chromosome Y est plus léger que celui qui contient le chromosome X. Il peut donc se déplacer plus rapidement. C'est grâce à ça qu'on peut le repérer. Une fois qu'on a sélectionné le spermatozoïde qui nous intéresse, on affine la sélection en le filtrant à travers plusieurs solutions à base d'albumine. C'est cette technique simple qui nous permet de choisir le sexe d'un enfant. Mais la vraie révolution qui déjà se prépare dans les laboratoires, c'est la congélation d'ovules. L'idée est simple, repousser l'âge de la procréation. Pour convenance personnelle, une femme pourra par exemple stocker ses ovules à 20 ans et les utiliser pour faire un enfant à l'âge qui lui conviendra. Après avoir réussi professionnellement par exemple, et pourquoi pas après la ménopause. Vous auriez aimé congeler vos ovules pour les utiliser plus tard, par exemple? Oui, si j'avais su à cette époque, je l'aurais fait. Je crois que je les aurais fait congeler. Mais c'était il y a 10 ans et que je sache, ça ne se faisait pas encore. Non, la congélation d'ovules est très récente. Il n'y a que quelques mois qu'une grossesse à partir d'ovules congelés a donné un bon résultat. En revanche, ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'on congèle des embryons. C'est-à-dire des ovules déjà fécondés par des spermatozoïdes. Mais la congélation d'ovules n'est pas encore tout à fait au point. Pour répondre aux exigences de plus en plus grandes des parents, les bébés de demain devront donc être du bon sexe et venir au monde au bon moment. Mais dans ces laboratoires, on travaille aussi pour qu'ils naissent en bonne santé. Grâce à l'apparition des nouvelles techniques, on va bientôt pouvoir identifier in vitro les maladies ou bien les défauts génétiques qui affectent l'embryon. Concrètement, cela veut dire qu'on pourra soit décider de corriger le gène défectueux, s'il existe un traitement bien sûr, soit décider tout simplement de ne pas implanter l'embryon à risque. Aux États-Unis, aucun débat éthique ne vient contrarier l'avancée de la science en matière de procréation artificielle. En France, par contre, ces techniques de plus en plus sélectives font peur. Peur qu'au nom de la perfection, on franchisse la limite étroite entre les progrès de la science et l'eugénisme.